Ça, c'est Eric Ciotti. Merci à tous ceux qui nous ont rejoints. Je vous demanderai par discipline de bien vouloir couper vos micros si vous les avez allumés. Nous démarrerons dans quelques minutes, évidemment, en attendant notamment que notre orateur Patrick Stefanini nous rejoigne. À tout de suite. Philippe? Philippe? Oh. Est-ce que ça peut marcher? Lauriane. Je dis simplement. Bien, nous allons pouvoir démarrer. J'ai vu que Patrick Stefanini était parmi nous. Cher Patrick Stefanini, est-ce que vous nous voyez et vous nous entendez? Est-ce que vous êtes là, Patrick? Oui, bonjour. Ah oui, pardon. Bienvenue, merci. Je vous vois, ça y est. Écoutez, je vous propose que nous démarrions pour être à peu près ponctuels. Mesdames et messieurs, chers amis, bonsoir à tous et merci de vous être joints à nous ce soir pour cette nouvelle rencontre, la 176e de l'Institut Thomas More. Je salue ceux d'entre vous qui sont sur Zoom et leur demande, s'il vous plaît, de bien veiller à tenir vos micros éteints afin d'éviter les bruits parasites. Nous sommes nombreux, ce dont je me réjouis. Soyons bien attentifs, s'il vous plaît. Je salue également ceux d'entre vous qui nous suivent sur notre Facebook Live. Je salue naturellement Patrick Stefanini, que je remercie d'avoir accepté notre invitation. J'ai perdu le son. Laurent, j'ai perdu le son. Non, pardon, c'est moi, je ne sais pas, il doit y avoir une erreur, le son avait été coupé, pardon. Voilà. Il est revenu. Donc je disais, je vous remercie en fait tout simplement d'avoir accepté notre invitation en montrant une première fois votre livre. Alors cette rencontre, nous avons donc souhaité la consacrer à l'un des principaux sujets de préoccupation des Français et depuis des années, la question migratoire. Les chiffres le prouvent et Patrick Stefanini en parle dès son premier chapitre.
Depuis les années 2000, la France connaît une puissante vague migratoire. Qu'il s'agisse des demandes d'asile, de l'immigration familiale, dans le détail de laquelle il faudra entrer pour comprendre ce qui ne fonctionne pas, de l'immigration étudiante ou plus modestement de l'immigration de travail, les entrées légales sur le territoire avoisinent désormais 250 000 personnes par an. C'est un chiffre considérable. Cela veut dire que tous les 5 ans, le temps d'un quinquennat, la France accueille une immigration légale, je dis bien légale, qui représente 1,8% de sa population totale. Tout plaide pourtant en faveur d'une réduction des flux migratoires, le taux de chômage élevé, et naturellement, avec la crise sanitaire et économique que nous vivons, les prochaines années ne vont pas être bonnes, la pauvreté qui gagne, les capacités d'accueil débordées, mais aussi des aspects plus graves encore, comme le lien désormais irrécusable entre immigration et terrorisme, ainsi que, de manière structurelle, l'intégration en panne, tant il est vrai qu'on ne peut penser l'immigration sans penser l'intégration. Alors, que faire? Comment reprendre le contrôle? C'est le titre de notre petite conférence. Le son s'est arrêté. Oui, je ne sais pas ce qui se passe, le son s'arrête, pardonnez-moi. Je reprends mon propos. Que faire donc? C'était la principale question que je posais. Comment reprendre le contrôle? Comment réformer en profondeur la politique migratoire française? Quel rôle pour l'Union européenne? Est-ce qu'elle fait partie du problème ou de la solution? Et si elle fait partie de la solution, quelle est sa valeur ajoutée? Autrement dit, à quoi ressemblerait une politique migratoire réaliste et opérationnelle qui se fixerait l'objectif clair d'une baisse des flux? C'est à ces questions que s'efforce donc d'apporter des réponses le livre de Patrick Stefanini, que je remonte une nouvelle fois, c'est bientôt Noël et il faut soutenir nos libraires. Ce livre, Immigration, ces réalités qu'on nous cache, qui a paru au mois de novembre, aux éditions Robert Laffont. Ce sont ces questions aussi que nous allons poser à Patrick Stefanini, mais avant ça, je vous présente rapidement son parcours à la fois politique et de haut fonctionnaire. Sur le front politique, je rappelle que vous avez été, Patrick Stefanini, le directeur de la campagne présidentielle de Jacques Chirac en 1995, puis avez participé à ses côtés à ses réélections en 2002. En 2015, vous dirigez la campagne de Valérie Pécresse pour les élections régionales en Île-de-France et vous êtes resté proche d'elle. Vous avez enfin été, chacun le sait, le directeur de campagne de François Fillon en 2017. Du côté du service de l'État, si je puis dire, vous avez choisi le ministère de l'Intérieur dès votre sortie de l'ENA en 1979 et avez naturellement occupé de nombreux postes dans cette longue carrière. Je n'en rappellerai que quelques-uns. Vous avez été le chef de cabinet de Robert Pandreau, dont certains se souviendront, qui était le ministre délégué chargé de la sécurité auprès de Charles Pasqua de 1986 à 88. Vous avez dirigé le comité interministériel de contrôle de l'immigration de 2005 à 2007. En 2007, après la victoire de Nicolas Sarkozy, vous participez à la création du nouveau ministère de l'immigration, ministère baptisé ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, dont vous devenez le secrétaire général pendant 2 ans. En 2009, vous êtes nommé préfet de la région Auvergne et préfet du Puy-de-Dôme, puis en 2011, préfet d'Aquitaine et de la zone de défense et de sécurité sud-ouest. Alors, je rappelle tout ça, pardonnez-moi de cette énumération peut-être un peu longue, mais je rappelle tout ça car ça fait ressortir une double expérience intéressante pour notre sujet de ce soir. Une première expérience en administration centrale, où la politique migratoire se définit, si je puis dire, et aussi un autre aspect comme préfet sur le terrain, où il s'agit de la mettre en œuvre, cette politique. C'est à ces 2 sources, en tout cas, que vous puisez pour avancer les propositions que vous faites dans votre livre. Alors, pour organiser nos échanges, voilà ce que je vous propose. Plutôt que de vous demander un long exposé en 3 parties et 3 sous-parties, je vais plutôt vous poser des questions afin de rendre notre échange plus vivant. Je n'hésiterai pas à vous poser, je n'hésiterai pas à rebondir sur vos propos, à vous demander des précisions, à parler de l'actualité et à vous embêter un peu, évidemment, si l'occasion s'en présente. Nous tâcherons de conserver une vraie demi-heure à la fin pour échanger avec ceux d'entre vous, chers amis, qui souhaiteraient poser des questions.
Alors, nous allons commencer notre échange, cher Patrick Stefanini, et ma première question sera en quelque sorte un peu personnelle pour ouvrir l'échange. Je viens de rappeler votre parcours à la fois politique et de haut fonctionnaire. Vous avez beaucoup fréquenté les allées du pouvoir, mais vous vous êtes aussi occupé de la jungle de Calais à l'époque. Vous avez géré des situations concrètes sur le terrain quand vous étiez préfet. Vous avez négocié des accords internationaux avec des pays africains. Alors, ma question, elle est à la fois simple et très vaste. Que retenez-vous à titre personnel de toutes ces expériences? En quoi et dans quel sens ont-elles modelé votre vision de l'immigration dont vous témoignez dans ce livre? Alors, il faut que vous allumiez votre micro. Oui, merci beaucoup pour votre invitation. Tout le monde m'entend? On vous entend. Très bien. Merci beaucoup pour votre invitation. Alors, ce que j'ai retenu de mon expérience sur les questions d'immigration, c'est vrai que mon expérience, elle démarre, je l'explique dans le livre, en 1986-1987. Je suis au cabinet de Robert Pandreau. C'est là où est organisé le premier charter d'expulsion de ressortissants étrangers clandestins sur le territoire français. C'est le fameux charter des 100 maliens. Ensuite, pendant plus de 2 ans, sous-directeur des étrangers et de la circulation transfrontière au ministère de l'Intérieur. Et puis, je vais renouer avec ces problèmes au cabinet d'Alain Juppé en 1995 et les retrouver en 2005 au comité interministériel de contrôle de l'immigration. Je retiens pour l'essentiel 2 choses. D'abord, la première, c'est que l'immigration n'a jamais été le dossier au-dessus de la pile pour les différents gouvernements qui se sont succédés, avec une exception qui est la période où Nicolas Sarkozy revient au ministère de l'Intérieur en 2005 et le début de son quinquennat entre 2007 et 2010. Mais en dehors de cette période, je n'ai jamais eu le sentiment que l'immigration était le sujet prioritaire. Le deuxième enseignement que je retire, c'est que la matière est évidemment passionnante parce qu'on ne gère pas des flux de marchandises, des stocks de données informatiques, etc. On travaille sur la patte humaine et par la force des choses, on a une vision internationale du problème. On s'intéresse à ce qui se passe en Afrique, on s'intéresse aux partenariats qu'on a pu nouer, et la France en a noué beaucoup avec ses anciennes colonies, et on s'intéresse tout particulièrement depuis l'acte unique européen de 1986 à ce qui se passe en Europe. Donc il y a une dimension internationale et une dimension de négociation internationale qui est très forte quand on appréhende ce sujet de l'immigration. Il n'y a pas ton micro. Excusez-moi, pardon. Merci de cette entrée en matière. Alors, avant d'entrer dans le détail de vos propositions, il convient de dresser un état des lieux, ce que vous faites dans les 3 premiers chapitres de votre livre. Pourriez-vous, de manière alors forcément synthétique, mais quand même en prenant le temps, nous expliquer pourquoi et en quoi, selon vous, la politique migratoire ne fonctionne pas, pourquoi elle est hors de contrôle, et je rappelle que cette expression, on l'emploie à dessein, puisque cette idée n'est pas une vue de l'esprit, c'est l'ancien Premier ministre Édouard Philippe qui lui-même, en novembre 2019, avait exprimé le souhait de reprendre le contrôle de la politique migratoire, ce qui implicitement signifiait bien qu'il ne l'avait pas, si je puis dire. Donc, merci de prendre le temps qu'il faut pour nous expliquer, pour dresser l'état des lieux à vos yeux de cette question migratoire, évidemment complexe et multifacette. Alors, il y a d'abord les chiffres bruts que je remets en perspective sur une période de 20 ans, parce que mon livre se consacre à l'étude des phénomènes migratoires en France et en Europe. En 2000, la France délivrait un peu moins de 150 000 titres de séjour à ce qu'on appelle ressortissants des pays de l'Union européenne. Un peu moins de 150 000 donc en l'an 2000. En 2019, 20 ans plus tard, 274 000. C'est une progression considérable de 83%. Et j'aime à souligner que la caractéristique de l'économie française, de sa démographie, etc.,
n'a connu, c'est-à-dire un bond de 83%. Même chose en ce qui concerne les demandes d'asile. Là aussi, les chiffres bruts sont tout à fait éloquents. En 2000, la France avait enregistré un peu moins de 40 000 demandes d'asile. En 2019, qui est la dernière année connue, nous avons enregistré 132 826 demandes d'asile. Donc là aussi, multiplication par 3. Si on prend le pourcentage des immigrés dans la population française, il est parfaitement documenté. Il était de 5% au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, 5%. Il était de 7,5% en 1975. Il ne va pas varier entre 1975 et 2000. Il est toujours en 2000 de 7,5%. Et j'aurai l'occasion de dire, l'effet du regroupement familial a été compensé par l'arrêt de la venue en France de nouveaux travailleurs. Donc, on a le même pourcentage de population immigrée en France qu'en 1975, 7,5%. En 2018, qui est le dernier chiffre connu, on est à 9,7%. C'est-à-dire qu'on peut considérer qu'en 2020, on est à 10%. Donc les chiffres bruts sont en eux-mêmes parfaitement éloquents. Alors, il y a toute une partie de l'école démographique française, je ne citerai pas de nom en particulier, mais plusieurs de ses représentants les plus éminents affirment qu'il n'y a pas de problème migratoire en France et ils mettent en avant un concept que vous lisez souvent dans les publications spécialisées, qui consiste à dire que le territoire de la France est faible. Il est de l'ordre de 50 000 personnes par an, 50 000 ou 60 000 personnes par an. Donc le solde migratoire, c'est évidemment la différence entre les personnes, quelle que soit la nationalité, qui rentrent en France. Donc les rentrées sont les immigrés qui rentrent en France, ou sont les Français qui étaient expatriés qui reviennent sur le territoire national. Et les sorties, ce sont les Français qui s'expatrient, d'une part, et d'autre part, les immigrés qui repartent dans leur pays d'origine. Et c'est vrai que ce solde migratoire, je ne conteste pas qu'il soit faible, il est en effet, d'après les statistiques publiées par l'INSEE, de l'ordre de 1000 personnes sur la dernière année où il a été estimé par l'INSEE, qui est l'année 2010. Mais ce que je mets en évidence dans mon livre, c'est que ce solde migratoire des immigrés, ce solde migratoire de la France, il se décompose en parties qu'il faut bien distinguer. D'un côté, il y a le solde migratoire des immigrés, c'est-à-dire la différence entre le nombre des immigrés qui entrent en France et le nombre des immigrés qui arrivent. Ce solde migratoire des immigrés, il est en forte progression. Il était en 2017 de 191 000 personnes. Et je pense que compte tenu de la progression du nombre des titres de séjour, ce solde migratoire des immigrés a encore progressé. Et en revanche, ce solde migratoire des immigrés, avec beaucoup plus d'arrivées que de départs, il est compensé par le fait que la France est aussi devenue un pays d'expatriation, c'est-à-dire qu'un nombre toujours croissant de Français quittent le territoire national pour aller s'installer à l'étranger, ce qui explique que le solde migratoire total reste relatif. Mais ne s'intéresser qu'au solde migratoire total, c'est évidemment passer sous le silence la réalité de la forte progression de l'immigration, et je la démontre à travers les chiffres du solde migratoire des immigrés. Et surtout, j'ai la curiosité de mettre en parallèle le solde naturel, c'est-à-dire l'excédent des naissances, comparé au solde migratoire des immigrés. Alors, je veux pas me mettre sous les chiffres, mais il faut quand même donner quelques chiffres. En 2006, le solde naturel de la France, c'est-à-dire l'excédent des naissances, était de 302 000 personnes. Cette année-là, en fait, pour ne rien vous cacher, le son n'est pas très bon. En quelle année En 2006, le solde naturel de la France, c'est-à-dire l'excédent des naissances sur les décès, était de 300 personnes. Et en 2006, la même année, le solde migratoire des immigrés était de 164 000 personnes. En 2017, le solde naturel n'est plus que de
163 000 personnes et le solde migratoire des immigrés est de 191 000 personnes. Ce qui veut dire que la contribution de l'immigration à la progression de la population française est désormais plus importante que l'excédent des naissances sur les décès. Et je crois que ça, c'est une rupture majeure qui intervient en 2016, qui a été très peu commentée dans la presse générale et également dans la presse spécialisée. Donc, c'est un phénomène qui est largement inconnu de nos concitoyens. L'immigration est devenue, en France, le premier facteur de progression de la population résidant en France devant Est-ce que vous avez entendu ma dernière phrase? Pas sûr, non, elle a été coupée. Je ne sais pas ce qui se passe là, les sons, Cyril, excusez-moi, tu as une idée de ce qui se passe? Aucune idée, je sais pas. Ça bloque de temps en temps. Excusez-nous, de temps en temps, le son saute. Répétez peut-être si vous voulez bien votre conclusion, ce sera plus sûr. Je disais que désormais, l'immigration joue un rôle plus important dans la progression de la population résidant en France que le solde naturel, c'est-à-dire l'excédent des naissances sur les décès. Alors, vous m'avez demandé où se situe la perte de contrôle. Je la situe à 3 niveaux. La première, c'est la poursuite de la progression dans tous les autres pays européens. Après la crise des réfugiés de 2015-2016, le nombre des demandeurs d'asile a beaucoup diminué. Si on prend l'exemple, on a accueilli plus d'1 million de demandeurs d'asile en 2016. En 2009, l'Allemagne a accueilli moins de 200 000 demandeurs d'asile. Donc la diminution est spectaculaire. En France, il n'y a pas de diminution. Le nombre des demandeurs d'asile n'a pas cessé de progresser depuis 2015-2016. C'est, je crois, la première manifestation de la perte de contrôle. La deuxième manifestation de la perte de contrôle, c'est la mutation profonde de l'immigration familiale. Désormais, ce qu'on appelle le regroupement familial stricto sensu, c'est-à-dire le fait pour un étranger, pour un ressortissant étranger, d'être rejoint en France par sa femme ou par ses enfants, est devenu minoritaire de l'immigration familiale. Et ce qui fait aujourd'hui l'essentiel de l'immigration familiale, ce sont des ressortissants français qui épousent des ressortissants étrangers et qui font venir leurs conjoints étrangers en France. Et l'État n'a quasiment plus de moyens de contrôle sur l'immigration familiale, puisque le droit au mariage est évidemment un droit constitutionnel et que le droit de vivre ensemble, en l'espèce sur le territoire français, n'est pas susceptible d'être mis en cause par les autorités étatiques, en tout cas pas dans le cadre constitutionnel actuel. Voilà la deuxième manifestation de la perte de contrôle. S'il fallait donner un troisième exemple de la perte de contrôle, c'est le fait que l'immigration en provenance du Maghreb, 60 ans après la décolonisation, nous avons signé, au lendemain de la décolonisation, une série d'accords avec les 3 pays du Maghreb. 60 ans après la décolonisation, l'immigration en provenance du Maghreb se maintient à un niveau très important, puisqu'elle représente 1/3 des arrivées annuelles en France. Je vous remercie. Je vais me permettre de vous demander, cher Patrick Denis, si vous pouvez vous mettre bien en face du micro, parce qu'en fait, le son est assez mauvais. Donc, je ne sais pas si ça va nous y aider. Je voudrais revenir un instant à la question du regroupement familial, parce que ce que vous décrivez, ça me paraît très important. C'est ce que notre ami Michel Tribala appelle l'auto-engendrement des flux familiaux. C'est-à-dire que, en fait, le fait que des Français épousent des étrangers, comme vous l'avez très justement dit, en fait, crée une masse de plus en plus importante sur laquelle le droit
de l'immigration, auquel le droit de l'immigration ne peut rien, en quelque sorte. Ce qui signifierait, on en parlera tout à l'heure au sujet au moment des propositions, que sur cet aspect-là assez important, en chiffres, dans l'ensemble des catégories de l'immigration légale, il faudrait agir sur le droit de la nationalité. Est-ce que vous en êtes d'accord? Je rejoins largement votre analyse. L'étude disponible prouve que une partie importante des Français qui épousent des conjoints le font à l'étranger et sont eux-mêmes des Français naturalisés de fraîche date qui épousent en général un conjoint du pays dont ils avaient, il y a encore quelques années seulement, la nationalité. Et donc, on peut parler d'une sorte de phénomène d'endogamie dans cette nouvelle forme d'immigration familiale. Donc, c'est sûr que une meilleure maîtrise de l'accès à la nationalité française permettrait de mieux contrôler ce phénomène. Et je fais dans mon exposition concernant notamment les mineurs qui sont nés en France de parents étrangers et qui, comme vous le savez, dans la législation actuelle, accèdent quasi automatiquement, dès lors qu'ils en font la demande, à la nationalité française dès l'âge de 13 ans ou dès l'âge de 16 ans. Alors après, il y a un autre aspect sur lequel il faudrait se pencher, le droit à la vie privée et familiale, qui correspond à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Après tout, il n'est inscrit nulle part que ce droit à la vie privée ou familiale doit nécessairement s'exercer sur le territoire français. On pourrait imaginer, je fais un peu de raisonnement fiction, mais on pourrait imaginer qu'un ressortissant français qui épouse un conjoint étranger à l'étranger exerce son droit à la vie privée et familiale dans le pays de son conjoint, qui est aussi le pays où a été célébré le mariage. Là aussi, je voudrais donner deux chiffres. En 1995, il y avait à peu près 23 000 mariages célébrés à l'étranger et transcrits à l'état civil français. En 2015, 20 ans plus tard, il y en a le double, 46 000. Donc, il y a une vraie sociologique que j'attribue pour ma part à l'échec de l'intégration en France d'une partie des ressortissants étrangers qui, n'ayant pas réussi à s'intégrer en France, des personnes qui, encore une fois, sont des personnes originaires de leur propre pays, c'est-à-dire du pays dont ils avaient eux-mêmes la nationalité il y a encore quelques années. Et je me méfie beaucoup à cet égard des commentaires souvent bisous sont faits sur la progression du nombre des couples mixtes. Certains ont essayé de décrire cette progression mixte comme un symbole de la réussite de l'intégration, et je démontre que ça n'est pas le cas, et que le plus souvent, ce sont des ressortissants étrangers originaires du Maroc, de l'Algérie ou de la Tunisie, ou encore du Sénégal ou du Mali, qui sont devenus français parce qu'ils sont nés en France, ou parce qu'ils ont été naturalisés, épousent un ressortissant du pays dont ils avaient la nationalité il y a encore 2 ou 3 ans. Et cette mutation fondamentale de l'immigration familiale, elle n'est quasiment jamais commentée. D'accord. Je vous remercie. Alors, ne vous étonnez pas, on a fait un test, on s'est permis de couper votre vidéo pour voir si le son est meilleur, parce que je vous le dis, le son n'est pas très bon, il y a beaucoup de grattements, si je puis dire. Donc, pour le confort d'écoute de nos orateurs et de nos participants, on va essayer de voir si ça fonctionne mieux sans l'image. Navré, mais ce sera plus confortable pour nos participants. Alors, remontrons maintenant justement dans le vif de vos propositions. Dans votre livre, vous les organisez en 4 axes. Le renforcement du contrôle des frontières, la limitation du nombre de titres de séjour délivrés chaque année, la réorganisation de l'aide au développement et la refondation
de la politique d'intégration. On a frôlé et évoqué un peu tous ces aspects, on va maintenant y entrer franchement. Commençons par les frontières. Il y a 10 ans maintenant, Régis Debray publiait un joli petit livre intitulé « Éloge des frontières ». La crise sanitaire mondiale a permis à certains de redécouvrir leur utilité. Qu'est-il possible de faire, qu'est-il souhaitable de faire en la matière? Et cela à un double niveau, au niveau des frontières nationales et au niveau des frontières européennes. Alors, je vais commencer par les frontières extérieures de l'Europe, parce que je crois que c'est ça la priorité numéro 1. Si on veut maîtriser l'immigration en France comme dans les autres pays européens, il faut qu'on fasse sérieusement le travail qui est attendu par nos concitoyens aux frontières extérieures de l'Union européenne. Alors, dissipons d'abord un premier malentendu. Le contrôle des frontières extérieures de l'Union européenne, il n'appartient pas à la Commission européenne, il n'appartient pas à Frontex. Au terme des traités, le contrôle des frontières extérieures de l'Union européenne, il est de la compétence de chacun des États membres. La France a des frontières extérieures, l'aéroport de Roissy, l'aéroport d'Orly, l'aéroport de Marseille, tous les aéroports qui sont ouverts au trafic international sont des frontières extérieures de l'Europe. Et lorsque la France exerce des contrôles à Roissy sur les gens qui sont dans les pays tiers, elle fait ce travail non seulement pour elle, mais pour l'ensemble des pays de l'Union européenne. Et lorsque a été signé en 1986 l'acte unique européen, on a acté le principe de la libre circulation à l'intérieur de l'Union européenne, mais on s'est également mis d'accord à ce moment-là sur l'absolue nécessité de contrôler sérieusement les frontières extérieures de l'Union européenne. Incontestablement, alors je porte sur cette question du contrôle des frontières extérieures un jugement nuancé. J'ai été bien placé pour observer les progrès qui ont été faits au cours des années et singulièrement depuis les années 2012-2013. La création de Frontex, la montée en puissance de Frontex ont aidé à améliorer le contrôle aux frontières extérieures. Mais nous savons que dans ce mécanisme de contrôle aux frontières extérieures, il y a des brèches considérables. Ces brèches, elles ont été illustrées par le périple du ressortissant tunisien auteur de l'attentat à Nice, qui illustre jusqu'à la caricature les faiblesses du contrôle, au moins dans certaines européennes. Ce ressortissant tunisien, il débarque à Lampedusa, il n'a pas de titre de séjour, il n'a pas de visa, on ne nous dit pas qu'il est particulièrement demandé l'asile, donc à Lampedusa, les autorités italiennes auraient dû le renvoyer dans son pays d'origine, la Tunisie, qui n'est pas un pays en guerre, qui n'est pas un pays ravagé par la guerre civile. Il n'y avait aucune raison de permettre à ce ressortissant tunisien de rejoindre la partie continentale de l'Italie, et c'est pourtant ce qui va se passer. Quelques jours après être arrivé à Lampedusa, il est transféré sur le continent, et là, deuxième anomalie, les autorités italiennes, au lieu de le reconduire manu militari en Tunisie, lui laissent un délai de 15 jours ou d'un mois pour quitter le territoire italien. Alors, ça n'est pas une aberration, c'est l'application de la directive retour, mais ce que prévoit cette directive retour est pétri d'angélisme, et malheureusement, il s'est passé avec ce ressortissant tunisien ce qui se passe avec la plupart des ressortissants étrangers qui sont en situation irrégulière sur le territoire de l'un des pays de l'Union européenne, c'est-à-dire qu'invités à quitter l'Union européenne, ils ne le font pas, et on connaît la suite de l'histoire. Au-delà de ce cas dramatique, les autorités européennes sont parfaitement conscientes des faiblesses de leur dispositif et elles estiment elles-mêmes à environ 20% le nombre des étrangers qui pénètrent chaque année sur le territoire de l'Union européenne sans faire l'objet d'aucun contrôle et notamment d'aucun passage, j'emploie un terme technique, un terme de policier, d'aucun passage dans les fichiers que les pays européens ont mis en place.
et qui comporte les personnes qui sont suspectées d'activités terroristes, qui ont déjà été interpellées en situation irrégulière sur le territoire de l'Union européenne, etc., etc. Donc, le fait que 20% des personnes qui franchissent chaque année les frontières de l'Union européenne le fassent sans faire l'objet d'un passage fichier montre que nous avons beaucoup de travail. Donc, vraiment, la première priorité, c'est le contrôle de notre frontière extérieure. Le cas de l'Italie est caricatural. Ce pays a baissé les bras depuis une dizaine ou une quinzaine d'années, au fond du monde, et avec l'espoir malheureusement vérifié que les intéressés se rendront ensuite en France, en Autriche ou en Suisse. Il faut donc impérativement que nous remontions la garde et que nous réussissions à contrôler plus efficacement les frontières extérieures de l'Union européenne. Ça ne veut pas dire que je pense qu'il serait inutile d'améliorer le contrôle qui peut s'exercer aux frontières entre les pays européens eux-mêmes. La France gagnerait incontestablement, par exemple, à avoir une coopération beaucoup plus poussée avec l'Espagne et avec l'Italie, de manière à ce qu'un certain nombre de ressortissants, notamment africains, qui arrivent en Europe par l'Espagne et par l'Italie, ne puissent pas venir en France. Il faudrait pratiquer des contrôles de police plus intenses à la proximité de la frontière avec l'Espagne et l'Italie. Pour ça, il faut beaucoup développer la coopération avec ces deux pays. Mais encore une fois, la priorité première, c'est de mieux contrôler la frontière extérieure de l'Union européenne. Très bien. Je vous repose la question pour que ce soit bien clair pour tout le monde. Qu'est-ce qui est faisable à traité constant dans le droit existant et s'il était envisageable des évolutions des traités, qu'est-ce qui serait souhaitable? Alors là, je vous réponds avec beaucoup de clarté. Pour contrôler efficacement la frontière extérieure de l'Union européenne, il n'y a pas besoin de modifier quelque traité que ce soit. La mode actuellement, la mode intellectuelle, est à critiquer les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme. Et j'ai moi-même, dans le passé, parfois sacrifié à cette mode. Mais dans mon livre, je cite l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme récent, dans lequel la Cour des droits de l'homme a reconnu la parfaite légitimité des États membres à contrôler leurs frontières extérieures. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour entrer en Europe, l'Europe, ce n'est pas un supermarché qui est ouvert à tout le monde. Pour entrer en Europe, l'Union européenne a défini des listes de points de passage autorisés. Il y a un peu moins de 2000 points de passage autorisés pour franchir la frontière extérieure de tous les États membres de l'Union européenne. Tout étranger qui pénètre dans l'Union européenne sans passer par ces points de passage est capable d'une tentative de franchissement illégal des frontières de l'Union européenne et peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire de l'Union européenne. Donc, il n'y a pas besoin de modifier de traité. Il faut en revanche, mais je l'ai déjà dit, mais je vous le confirme, s'interroger sur la directive retour. Cette directive négociée à la fin des années 2000 est manifestement irréaliste et elle ne permet pas d'éloigner avec efficacité les personnes qui ont pénétré clandestinement sur le territoire de l'un des États de l'Union européenne. Il faudrait revenir à la situation qui prévalait auparavant, dans laquelle un État interpellé en flagrant délit de situation irrégulière sur le territoire de n'importe lequel des pays de l'Union européenne puisse être placé ou éloigné vers son pays d'origine. Je vous remercie. Alors on reviendra naturellement à ces questions des frontières. Le deuxième point, le deuxième axe que vous développez, c'est celui de la limitation du nombre de titres de séjour délivrés en France. Alors je rappelle, je l'ai dit tout à l'heure rapidement, mais je le redis, que l'immigration légale s'organise, si je puis dire, en 4 catégories. L'immigration économique, c'est l'immigration de travail. Les étudiants, l'immigration familiale, avec le fameux regroupement familial dont on a déjà parlé, et la catégorie humanitaire et divers, et qui comprend les demandeurs d'asile.
Alors, ma question, elle est simple, mais là aussi, elle est assez vaste, si je puis dire. Comment agir efficacement sur chacune de ces catégories, sachant que le plus simple, ce que je vous propose, c'est vraiment de les reprendre une par une et de faire plus précisément l'état des lieux de chacune, si elle pose problème, si elle pose pas problème, et si elle pose problème, que faire? Micro. Je vais commencer par un premier phénomène. Chaque année, la France régularise environ 30 000 clandestins. Donc, ça veut dire que chaque année, la France accorde un titre de séjour à des étrangers qui, au regard des conventions internationales qui nous lient au pays d'origine, ne remplissent pas les conditions pour obtenir un titre de séjour. 30 000 régularisations. Je rappelle que la France a délivré en 2019 275 000 titres de séjour. 30 000 régularisations, ça fait plus de 10%. Et je pose la question, quels sont les phénomènes de la vie administrative dans lequel le seuil de tolérance, si j'ose dire, est supérieur à 10%? Je ne suis pas certain que si je ne paye pas mes impôts à date et à heure, je ne suis pas certain que 10% des Français qui se livrent à ce comportement seront blanchis. Par la première priorité, c'est de réduire le nombre des régularisations. Il n'y a aucune raison, je dis bien aucune raison, pour que chaque année, on régularise 30 000 clandestins. Deuxièmement, il faut agir sur l'immigration familiale. L'immigration familiale représente aujourd'hui un tiers du total de l'immigration. Les étrangers qui se voient délivrer un titre de séjour sur des liens familiaux qu'ils ont en France viennent ensuite sur le travail. Il faut être lucide. Les adultes qui viennent en France au titre de l'immigration familiale, dès qu'ils ont un titre de séjour, ils vont se présenter sur le marché du travail, c'est évident. Ils ne sont absolument pas sélectionnés en fonction des critères qui les rendraient aptes à occuper un emploi sur le marché du travail. Il faut donc réguler l'immigration à travers un système de quotas. Ce système de quotas, il existe dans de nombreuses grandes démocraties du monde occidental. Il existe au Canada, il existe aux États-Unis, il existe en Australie. Il est possible de le mettre en œuvre en France à condition de réviser la Constitution. Mais après tout, on a fait la révision de la Constitution sur des sujets moins importants pour l'avenir de la société française. Donc, ma deuxième proposition, c'est d'instaurer un système de quotas pour adapter l'immigration familiale. Je ne crois pas qu'on puisse la supprimer, en tout cas, je ne le propose pas, mais pour adapter l'immigration familiale à la réalité, d'une part, de notre marché du travail et d'autre part, à la capacité d'intégration des intéressés. Ma troisième proposition concernant l'immigration légale et les titres de séjour a trait à l'asile. Tout le monde le sait, 60% des demandeurs d'asile sont déboutés chaque année et 95% des déboutés restent en France. Il y a là une situation qui est incompréhensible pour l'immense majorité de nos concitoyens. Je formule donc une proposition innovante qui consisterait à fixer comme règle que les demandes d'asile doivent être présentées à l'étranger ou à la frontière du territoire français. Alors, on va m'objecter que par définition, les demandes d'asile sont originaires de pays qui sont eux-mêmes en guerre civile, dans lequel les intéressés peuvent faire l'objet de persécutions. Mais je réponds à cela que la plupart des demandeurs d'asile qui arrivent en France n'arrivent pas en ligne directe de leur pays d'origine. Ils arrivent à passer par des pays de transit. Par exemple, les ressortissants maliens qui invoquent l'asile et qui ont peut-être des raisons de le faire, du terrorisme qui sévit dans ce pays, du terrorisme djihadiste qui sévit dans ce pays, dans certaines parties de ce pays. Mais ces ressortissants maliens, avant d'arriver en France, ils sont passés soit par la Mauritanie, le Maroc, soit par l'Algérie. Ils ont donc tout à fait la possibilité d'aller demander l'asile dans nos consulats et la France pourrait instruire leur demande d'asile alors qu'ils sont à l'étranger
et n'accorder de visa qu'à ceux les conditions de la Convention de Genève et auxquels on peut délivrer le statut de réfugié. Je mets également en exergue le fait qu'aux frontières du territoire français, alors c'était uniquement dans les aéroports, mais Nicolas Sarkozy l'a étendu à la frontière maritime et à la frontière terrestre, aux frontières du territoire français, il y a une procédure spéciale qui s'applique aux étrangers qui demandent l'asile en arrivant sur le territoire français, au moment de franchir la frontière, et cette procédure donne des pouvoirs au ministre de l'Intérieur qui peut rejeter les demandes manifestement infondées et les dans un délai de 8 à 15 jours qui n'a rien à voir avec les délais observés dans la procédure de droit commun qui est mise en œuvre, vous le savez, par l'OFPRA et par la Cour nationale du droit d'asile, où en général on a un délai d'au moins 1 an avec des possibilités de demande de réexamen, ce qui n'existe pas à la frontière. Donc ma proposition concernant l'asile, ça consiste à faire de ce qui est aujourd'hui une règle et de dire que les demandes d'asile doivent être présentées à l'étranger ou à la frontière. Ce qui permettrait de résidus, c'est-à-dire les demandes d'asile présentées sur le territoire français, selon une procédure accélérée qui est aujourd'hui, mais qui devrait être généralisée. Voilà en ce qui concerne les flux légaux. Donc, si je récapitule, limitation drastique du nombre des régularisations, mise en place d'un système de quotas pour maîtriser l'immigration familiale et l'adapter à la situation de notre économie et à nos capacités d'accueil. Et enfin, réforme de l'asile pour que l'essentiel des demandes d'asile soient présentées à l'étranger ou à la frontière. Je vous remercie. Évidemment, on va passer après l'immigration illégale, mais vraiment, je voudrais vous réinterroger sur un point qu'on a évoqué tout à l'heure, qui est la question du droit de la nationalité. Est-ce qu'il vous paraît aujourd'hui opportun d'ouvrir ce dossier? Et si oui, dans quelle direction? Il y a dans le Code civil une condition qui figure dans le Code civil depuis Napoléon pour l'acquisition de la nationalité française, c'est la condition d'assimilation. Le Code civil dit que pour être naturalisé, il faut résider en France depuis un certain temps, en l'état de c'est 5 ans, et qu'il faut être assimilé. L'assimilation se mesurant, entre autres, par la maîtrise de la langue française, mais pas seulement par la maîtrise de la langue française, par l'adhésion aux valeurs de la République et par un comportement qui témoigne d'une parfaite intégration dans la société française. Cette condition d'assimilation, elle joue pour les naturalisations. Donc, il n'y a pas lieu sur ce point de modifier le texte. Elle est présumée, la condition d'assimilation, pour les conjoints étrangers de Français. Et l'analyse à laquelle je me suis livré tout à l'heure de l'évolution du phénomène des mariages mixtes, qui met en relief le fait qu'un nombre important d'étrangers, de Français plutôt, qui contractent un mariage avec un étranger, épousent en fait un étranger du pays dont ils sont eux-mêmes originaires, montre qu'aujourd'hui, vous avez des conjoints étrangers, des femmes, mais ça peut jouer dans l'autre sens, des femmes maliennes, sénégalaises, marocaines, algériennes, qui n'ont jamais vécu en France, je dis bien jamais vécu en France, qui épousent un Français et qui, du seul fait de ce mariage, peuvent venir en France et obtenir par déclaration la nationalité française au bout d'une certaine durée de mariage. Alors, cette durée de mariage, elle a été allongée au fil des dernières années, mais leur assimilation est présumée. Et je pense que ça pose un problème et qu'il faudrait, si on garde ce mécanisme de déclaration, subordonner la souscription d'une déclaration à la vérification que l'intéressé est assimilé. Et enfin, le troisième terrain où il faut être beaucoup plus ferme sur la condition d'assimilation, ce sont les mineurs nés en France de parents étrangers. Vous le savez, les intéressés peuvent faire la demande dès l'âge de 13 ans. Alors, quand ils ont 13 ans, c'est leurs parents qui font la demande. À partir de 16 ans, ils peuvent eux-mêmes faire la demande d'acquisition de la nationalité française. Aucun contrôle n'est exercé sur leur assimilation à la société française.
Je propose donc que l'acquisition de la nationalité par les mineurs soit subordonnée à la vérification de leur assimilation et que l'État puisse s'opposer à leur acquisition de nationalité s'ils ne remplissent pas la condition d'assimilation. Très bien, je vous remercie. Alors, traitons la question, parce que là, depuis tout à l'heure, nous parlons des questions de l'immigration légale. Prenons le temps de traiter la question de l'immigration illégale. D'une part, alors, ce sont des chiffres impossibles à donner et qui parfois font fantasmer, mais quel est, compte tenu de votre expertise sur ce sujet-là, quel est le chiffre que vous fixeriez, soit de la totalité des immigrés illégaux présents sur le territoire, soit du nombre d'entrées annuelles, estimées naturellement, ou dans une fourchette, et d'autre part, quelles actions spécifiques envisagez-vous pour en réduire le flux? Ah, votre micro est à nouveau coupé. Voilà. Traditionnellement, on estime le nombre des clandestins à partir du nombre des bénéficiaires d'aide médicale d'État, puisque l'aide médicale d'État est elle-même réservée aux étrangers en situation irrégulière sur le territoire français. Le nombre des bénéficiaires de l'AME a beaucoup progressé, puisqu'il est passé d'un peu moins de 180 000 il y a 15 ans, en 2005, à grosso modo 320 000 en 2018. Et la statistique pour 2019 a été publiée il y a quelques jours. On a désormais dépassé les 330 000. Donc, on avait l'habitude de dire le nombre de clandestins, c'est le nombre des bénéficiaires de l'AME. Puis, on s'est rendu compte que c'était moins simple que ça. Il y a eu des études à la fois nationales et plus localisées, qui montrent qu'un certain nombre de ressortissants étrangers qui sont clandestins en France ne demandent pas le bénéfice de l'AME, soit parce qu'ils en ignorent l'existence, soit parce que c'est trop compliqué, soit, c'est mon point de vue, parce qu'ils ont peur d'entrer dans les radars de l'administration française en formulant une demande d'admission au bénéfice de l'aide médicale d'État. Et dans un rapport parlementaire rédigé en 2018 sur le département de la Seine-Saint-Denis, et rédigé par deux parlementaires, un parlementaire de la République En Marche et un parlementaire des Républicains. Dans ce rapport, les deux rapporteurs expliquent qu'ils ont interrogé le directeur de l'immigration du ministère de l'Intérieur, qui leur a dit « Pour la Seine-Saint-Denis, on a environ 50 000 bénéficiaires de l'AME. Il faut multiplier ce chiffre par 3 pour évaluer la population des clandestins dans le département de la Seine-Saint-Denis. » Alors moi, je me suis contenté de faire une extrapolation qui me vaudra sans doute beaucoup de critiques, et j'admets bien volontiers que le département de la Seine-Saint-Denis concentre une part très importante de l'immigration en France et donc de l'immigration clandestine, et que probablement ce coefficient 3 est applicable en Seine-Saint-Denis, mais sans doute pas en Lozère ou en Vendée. Donc, dans mon livre, j'estime que le nombre des clandestins peut être évalué entre 600 000 et 900 000. Donc, je retiens un coefficient qui consiste à multiplier le nombre des bénéficiaires de l'AME par un chiffre compris entre 2 et 3. Voilà pour ce qui est de l'estimation. Alors ensuite, pour réduire ce phénomène, il n'y a pas 36 solutions. Je l'ai déjà dit, il faut modifier la directive retour pour faciliter l'éloignement des clandestins. Le ministère de l'Intérieur a plutôt progressé depuis 10 ans en matière d'éloignement forcé des clandestins. Et comme j'essaye d'être objectif dans mon livre, je relève le fait qu'en 2019, le nombre des clandestins qui ont fait l'objet d'un éloignement forcé est le plus élevé depuis 20 ou 30 ans. Donc il y a des progrès qui ont été faits, mais il reste très insuffisant. Et la modification de la directive retour et une mobilisation permanente de nos effectifs de police et de gendarmerie sur cette mission de lutte contre l'immigration clandestine est indispensable. J'ouvre une parenthèse pour dire que chacun voit bien qu'aujourd'hui,
la police et la gendarmerie ont beaucoup de priorités, et je suis tenté de dire beaucoup d'autres priorités que la lutte contre l'immigration clandestine. Mais ça rejoint un problème plus général qui est l'affaiblissement des moyens consacrés aux régaliens dans notre pays. Si nous ne rehaussons pas de manière très significative les moyens budgétaires de la police, de la gendarmerie et de la justice, nous ne gagnons pas ni le combat de la sécurité, ni le combat de la lutte contre l'immigration clandestine. Je vous remercie. Ce qui ouvre, mais ce n'est pas notre sujet de ce soir, la question de la réforme de l'État et donc vraisemblablement de la concentration du rôle de l'État sur le régalien et d'un vaste mouvement de décentralisation. Vous savez que ce sont nos sujets à Thomas More. Oui, mais pas seulement de réforme institutionnelle. Moi, je voudrais juste citer un chiffre pour tous les participants à cette visioconférence. En 1965, donc c'était après la fin de la guerre d'Algérie, c'est 3 ans après la fin de la guerre d'Algérie, en 1965, les dépenses régaliennes en France, c'est-à-dire défense, intérieur, justice, représentent 6,5% du PIB. En 2020, les mêmes dépenses représentent à peine 2,5% du PIB. Donc, il ne faut pas s'étonner quand dans un pays, la part des dépenses consacrées aux régaliens passe en moins de 60 ans de 6,5 à 2,5% du PIB, il ne faut pas s'étonner de la misère de la justice, de la pauvreté de la police et de la gendarmerie, et grosso modo des difficultés à assurer la sécurité dans notre pays. Oui, c'est un phénomène qu'on connaît bien, l'État social, si je puis dire, a dévoré l'État régalien. Mais enfin, arrêtons-nous. Je vois que le cher Philippe Sassy acquiesce, je l'en remercie, mais ce n'est pas notre sujet de ce soir. Revenons à la question de la politique migratoire. On a déjà évoqué donc 2 axes de proposition que vous faites. Le troisième, c'est la refondation, la réforme de notre aide au développement. Vous avez été l'un des concepteurs du fameux co-développement promu par Nicolas Sarkozy à partir de 2007. L'idée était de faire dépendre, en tout cas de lier notre aide au développement à la coopération en matière migratoire des pays récipiendaires, qui étaient souvent des pays de départ, et majoritairement des pays d'Afrique. Cette idée a été beaucoup critiquée sur le plan politique par la gauche et l'extrême gauche, mais aussi sur le plan de son efficacité. Quel jugement portez-vous sur ce qui fut fait à l'époque? Êtes-vous satisfait des accords signés, dont vous d'ailleurs pouvez participer à la négociation des accords signés à l'époque, et que proposez-vous pour, si vous l'était possible, de la remettre de nouveau en œuvre aujourd'hui en 2020 ou dans les années qui viennent? Alors, cette politique de co-développement ou développement solidaire, puisque les 2 expressions ont été utilisées, elle s'est heurtée à de très fortes résistances, y compris sous la présidence de Nicolas Sarkozy. Donc, dans tous les accords qui ont été signés au cours du quinquennat de Nicolas Sarkozy, nous avons inclus des dispositions, des stipulations, comme on dit en droit, qui permettaient aux pays d'origine de bénéficier d'actions de co-développement financées par la France et qui avaient pour but, évidemment, de créer des emplois dans ces pays de manière à fixer leur jeunesse dans ces pays africains. Tout ça est resté, il faut bien le reconnaître, assez symbolique. Je voudrais… Alors ensuite, en 2012, François Hollande et son premier ministre du Développement, qui est devenu un des piliers de la Macronie, enfin du soutien à Emmanuel Macron, M. Canfin, ont immédiatement supprimé les crédits du co-développement, les ont rapatriés au Quai d'Orsay, où ils ont été noyés dans la masse de coopération et d'aide au développement. Je voudrais insister sur le fait que notre politique d'aide au développement, il n'y a plus de ministère de la coopération en France. Il y a un ministère des Affaires étrangères qui pilote ce type d'action, mais il n'y a plus de ministère dédié à la coopération. En revanche, un organisme qui n'est pas bien connu du grand public, qui s'appelle l'Agence française de développement, et qui est le véritable vecteur de notre politique d'aide au développement. Et cette Agence française du développement, c'est une banque, c'est une institution financière internationale. Et une banque,
ça préfère faire des prêts que faire des dons. Ça préfère faire des prêts parce qu'elle gagne de l'argent en faisant des prêts que faire des dons. Alors, je voudrais citer quelques chiffres. D'abord, dire que l'aide que nous apportons aux pays d'Afrique subsaharienne, c'est-à-dire aux pays dont sont originaires beaucoup de clandestins qui vivent en France. La majorité, par exemple, des clandestins qui ont été interpellés à Saint-Denis, puis place de la République, c'était des migrants originaires d'Afrique subsaharienne. En 2010, l'aide publique française au développement consacrée aux pays d'Afrique subsaharienne, c'était 45% du total de notre aide publique au développement. En 2017, c'était 28%. Donc, pendant toute cette période, au lieu de faire notre effort sur les pays les plus pauvres, on a préféré diriger notre effort d'aide au développement vers d'autres pays, et notamment pays dits émergents. Je cite la Turquie, je cite la Chine, je cite l'Inde, pays qui bénéficient aujourd'hui de la part de l'Agence française de développement de prêts d'un montant considérable qui n'a rien à voir avec les dons que nous pouvons faire au bénéfice des pays d'Afrique subsaharienne. Donc je considère pour ma part que notre politique d'aide au développement marche sur la tête et qu'elle a besoin d'être totalement refondée. Nous savons qu'en matière migratoire, le principal risque pour la France, c'est l'Afrique. Nous devrions donc concentrer notre effort d'aide au développement sur ce continent, qui est aussi, vous le savez, un des continents, le continent de la planète. Et j'avoue peiner à comprendre pourquoi on continue à aider au titre de l'Agence française de développement des pays comme la Turquie qui conduisent, on l'a vu dans l'actualité des 6 derniers mois, une politique étrangère extraordinairement agressive à l'égard de l'Union européenne et singulièrement à l'égard de la France, ou encore des pays comme la Chine ou l'Inde, qui sont des pays qui aujourd'hui concurrencent ouvertement la France sur énormément de marchés, y compris d'ailleurs le marché africain. Donc je pense qu'il est temps de recentrer notre aide au développement sur ces véritables priorités. Très bien, mais quel contenu donne-t-on à cette politique? Parce que vous le dites d'ailleurs très justement, et c'est une chose bien connue, vous y insistez beaucoup, on sait que l'une des raisons des réticences des pays de départ à signer ces accords, à l'époque vous l'avez vécu, c'est qu'ils reçoivent la manne des diasporas. C'est-à-dire que les diasporas, très logiquement d'ailleurs, les les immigrés qui sont dans nos pays, en Europe, renvoient une partie de leurs revenus dans leur pays d'origine, que ça constitue des sommes extrêmement importantes, plus importantes que l'APD, que l'aide publique au développement. Et donc, il y a un vrai sujet de motivation, si je puis dire, des pays de départ. Il n'y a pas que ça, mais il y a notamment ça. Quel mécanisme vous verriez à mettre en œuvre pour les remotiver, si je puis dire? Alors d'abord, en effet, vous avez raison de rappeler que les transferts de fonds des immigrés représentent des sommes supérieures à l'aide publique au développement. Pour la France, c'est 12 milliards d'euros, alors que notre aide publique au développement, c'est de l'ordre de 10 milliards d'euros. On pourrait, alors je ne propose pas de taxer les transferts de fonds des immigrés vers leur pays d'origine, mais en effet, dans les négociations que nous devons avoir avec les pays d'origine, il faut insister sur le fait que ces transferts de fonds contribuent de façon importante au développement de ces pays et que nous devons les prendre en compte parce que nous avons avec ces pays une négociation globale. Pour le reste, je pense qu'il ne faut pas tourner autour du pot. Si on veut que la population africaine se fixe en Afrique,
il faut d'abord qu'il y ait une agriculture africaine digne de ce nom, qui soit capable non seulement de nourrir les paysans d'Afrique, mais qui soit capable de nourrir les pays africains eux-mêmes. Il y a donc un effort considérable à faire pour faire décoller l'agriculture africaine, et je formule dans mon livre un certain nombre de propositions en ce sens. Il faut s'intéresser aussi au secteur de la production d'énergie. Il me paraît assez clair que, je n'ai pas été le premier à le dire naturellement, que l'Afrique peut être un territoire privilégié pour ce qui est du développement des énergies renouvelables et notamment de l'énergie solaire. Nous avons donc intérêt à encourager le développement de ces filières en Afrique et le développement de véritables filières industrielles autour des énergies renouvelables qui permettraient là aussi d'offrir des emplois aux Africains et de faire face à la démographique qui se poursuit dans ces pays. Mais pour ça, encore une fois, il faut réviser de manière drastique nos priorités. Il faut cesser d'aider des pays qui n'ont pas besoin de notre aide et il faut mettre le paquet sur les pays africains qui sont à l'origine de l'immigration en France. Et je pense qu'il faut n'avoir aucun complexe sur le fait d'établir un lien entre le comportement de ces pays sur les questions migratoires et notre aide au développement. Donc, un pays africain qui refuse de délivrer à la France des laissez-passer consulaires pour récupérer ceux des clandestins qui vivent sur le territoire français, c'est un phénomène qui n'est pas normal et qui doit pouvoir être sanctionné par la France. Nous avons des moyens d'action. Nous avons des moyens d'action sur la délivrance des visas. Nous avons des moyens d'action sur l'importance de notre aide au développement. Il faut établir un lien qui, personnellement, moi, ne me choque pas entre notre politique étrangère, à travers la délivrance des visas, notre politique d'aide au développement et l'attitude de ces pays, l'attitude de coopération ou non de ces pays vis-à-vis de nos politiques migratoires. Bien, je vous remercie. Je vois que le temps court, donc je voulais vous poser une question, mais je la garde pour moi pour l'instant, pour quand même avoir le temps d'aborder votre quatrième axe d'une politique migratoire refondée qui me paraît, à titre personnel et très modestement, le plus important, c'est-à-dire la question de l'intégration. Il est évident, je l'ai dit tout à l'heure, qu'on ne peut penser l'immigration sans penser l'intégration. Or, on l'a dit, elle est largement en panne. Si naturellement une immense majorité d'immigrés vivent en paix et dans le respect des lois aujourd'hui en France, nous savons aussi qu'on a laissé émerger, puis se structurer une ou des contre-sociétés qui nourrissent au mieux de l'indifférence, au pire de la haine à l'égard de la France. Alors évidemment, là, je parle de la pointe, si je puis dire, la partie la plus avancée et la plus éloignée, si je puis dire, et celle vis-à-vis de laquelle la politique d'intégration a le moins bien fonctionné. Mais ça n'empêche qu'il y a un immense effort à faire, à mon sens, des deux côtés en matière d'intégration. Alors, que faire et comment le faire ? D'abord, il faut avoir une stratégie de peuplement. Une des caractéristiques de la France, c'est que l'immigration y est concentrée sur quelques régions. Il y a 5 régions, l'Île-de-France. Je rappelle qu'en Île-de-France, il y a 18% de la population de la France totale et il y a plus de 40% de la population d'origine étrangère. Bon, en Bretagne, c'est l'inverse. Il y a 5% de la population française qui vit en Bretagne et il y a moins de 2% de la population étrangère. Donc, nous avons une concentration très forte des populations d'origine étrangère sur certaines régions. C'est d'ailleurs une autre illustration du phénomène de perte de contrôle de l'immigration. C'est une autre illustration du fait que ce sont les diasporas qui régulent l'immigration davantage aujourd'hui que les autorités étatiques. Et il faut savoir que plusieurs pays, notamment pays européens, ont en la matière des politiques beaucoup plus volontaristes. Donc, je prendrai 2 exemples. En Allemagne, quand un demandeur d'asile arrive en Allemagne, il n'a absolument pas le choix du land dans lequel il s'installe et encore moins de la commune dans laquelle il va s'installer à l'intérieur du land. Ce sont les autorités, soit fédérales, qui lui assignent d'abord son land d'implantation et ensuite à l'intérieur de son land sa commune de résidence. Et je m'interroge dans mon livre sur notre capacité à pratiquer de la sorte en France et je ne vois pas en droit
quel obstacle dirimant il y aurait à nous aligner sur ce point sur l'Allemagne. En matière d'intégration, il y a un autre pays qui donne l'exemple, qui est le Danemark, qui a entrepris depuis 3 ou 4 ans une politique d'élimination des ghettos, avec des mesures fortes, mais en même temps simples à formuler. La première mesure, c'est de limiter le nombre des enfants d'origine étrangère dans les écoles. Donc ça, le Danemark a fixé une barre qui est à 30%. Et au-delà de ce plafond, le Danemark met en place un système qui avait démarré aux États-Unis dans les années 60, un système dit de busing, qui consiste à scolariser les enfants d'origine étrangère dans une autre école que l'école de leur quartier. Il faut aussi agir sur le nombre des logements sociaux. On sait très bien que dans un certain nombre de communes françaises, en région parisienne, mais aussi autour de Lyon, autour de Marseille, etc., on a des communes avec des pourcentages de logements sociaux qui dépassent allègrement les 40, voire les 50%. Ça n'est évidemment pas une bonne solution. Il faut être beaucoup plus clariste sur le terrain de ce que j'appellerais la mixité. Et puis le deuxième terrain d'élection d'une politique d'intégration plus volontaire, c'est tout ce qui touche à la maîtrise de la langue française et donc à l'emploi. La France est probablement aujourd'hui un des rares pays européens où on peut obtenir un titre de séjour de longue durée. En France, on a un titre de séjour pluriannuel dont la durée peut atteindre 4 ans. Eh bien, nous distribuons ce type de titre de séjour à des étrangers dont nous ne contrôlons pas qu'ils ont une réelle maîtrise de la langue française. Nous nous contentons de contrôler qu'ils vont aux cours organisés par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Donc nous contrôlons leur assiduité aux cours, mais nous ne faisons pas de la vérification du niveau atteint en termes de maîtrise de français une condition de l'attribution d'un titre de séjour. Même l'Italie, je dis bien même l'Italie, dont on a vu par ailleurs le laxisme, n'attribue pas de titre de séjour à des ressortissants étrangers sans s'être au préalable assuré qu'ils avaient atteint un certain niveau en matière de maîtrise de la langue italienne. Voilà 2 exemples de sujets, la stratégie de peuplement et la maîtrise de la langue française, qui me paraissent absolument essentiels. Et la maîtrise de la langue française, elle est aujourd'hui capitale pour l'accès à l'emploi. Autant on pouvait, dans les années 60, accéder à l'emploi, notamment dans le bâtiment et le travaux publics, en n'ayant pas de connaissance du tout du français, autant on tient qu'aujourd'hui, dans la société française d'aujourd'hui, pour occuper un emploi, il faut maîtriser le français. Merci à celui qui d'entre vous dans sa cuisine de bien vouloir couper son micro, s'il vous plaît. Et je vous souhaite une bonne préparation de votre dîner. Merci Patrick Stefanini pour tous ces échanges. Alors vient le moment des questions. Je vous ai demandé, effectivement, j'ai commencé à vous demander, ne pas hésiter à vous poser des questions. Je vais m'en faire le porte-parole pour éviter la cacophonie. Alors, je commence, puisque je vois que ça commence à arriver. On vous demande, Patrick Stefanini, votre point de vue sur le récent paquet immigration de la Commission européenne. Alors, c'est un paquet, vous m'entendez ? Oui. Oui. C'est un paquet sur lequel il faudra que la France soit très vigilante, car encore une fois, compte tenu de sa démographie et compte tenu de l'état de son économie, la France est relativement isolée en Europe. La plupart des autres pays européens ont une démographie tout à fait défaillante, de sorte qu'ils peuvent avoir une attitude d'ouverture à l'immigration plus importante. En clair, l'Allemagne a besoin d'immigration pour maintenir sa population active. Donc, continuer à faire tourner à plein régime son économie, l'Allemagne a besoin d'immigration, ce qui explique aussi l'attitude plus ouverte de Mme Merkel en 2015 au moment de la crise des réfugiés. Nous ne sommes pas dans cette situation. Donc, il faudra veiller tout particulièrement à ce que ce pacte, qui n'en est qu'au stade de son élaboration,
et de son début de discussion, il faudra veiller à ce que ce pacte ne remette pas en cause un principe qui est absolument fondamental dans l'Union européenne, c'est que chaque État membre reste maître de sa politique d'admission au séjour. Autant la politique des visas peut être une politique commune, autant la politique de maîtrise des frontières extérieures, de contrôle aux frontières extérieures, doit être une politique commune, autant l'admission au séjour doit rester la prérogative de chaque État membre en fonction notamment de l'état de son marché du travail. Il faudra donc être particulièrement vigilant sur ce pacte et ne pas rééditer le fiasco de la directive retour. Je vous remercie. Je vous pose une question de la part de Guillaume Ferret. Merci pour votre exposé très clair. Pensez-vous qu'il est possible de dire que la France organise son impuissance sur ce point? En somme, y a-t-il une volonté politique de ne pas maîtriser les flux migratoires? Je l'ai dit, il y a une partie de l'école démographique française qui est convaincue que l'avenir de la France passe par l'immigration. Il va sans dire que je ne partage absolument pas ce diagnostic, mais il faut savoir qu'une partie de notre école démographique est sur cette ligne et a inspiré les politiques migratoires, notamment, me semble-t-il, pendant le quinquennat de François Hollande. Merci. Je vois qu'une dame appelée Elisabeth a levé la main. Est-ce qu'elle veut prendre la parole rapidement? Alors, je ne crois pas que ce soit notre amie Elisabeth Montfort. Est-ce que voulez-vous prendre la parole, oui, madame, pour poser… Enfin, non, ce n'est pas madame, pardon. C'est Jean-Paul Boluffer. Bonsoir, cher monsieur Boluffer. Voilà, je suis ravi du formidable travail qu'a fait Patrick Stefanini, qui naturellement renvoie à beaucoup de questions. Je vais me limiter à deux très rapidement. La première, concernant la porosité entre l'immigration légale et l'immigration illégale. Tout ceci passe par un mécanisme un peu compliqué. Là, je fais part de mon expérience jusqu'à l'année dernière comme élu dans les Hauts-de-Seine. Un système qui s'appelle la commission départementale des titres de séjour, qui est présidée par un élu, alors tout dépend de l'orientation de l'élu en question, qui donne un avis au préfet. À mon avis, étant donné les tentations d'un certain nombre d'élus, surtout depuis les dernières élections municipales, il faudrait supprimer ce mécanisme. Et deuxième question que je voulais poser à Patrick Stefanini, sur le droit de la nationalité. Il n'a pas évoqué la possibilité de supprimer le droit du sol. Et ça, c'est un premier point. Et deuxième point, étant donné ce à quoi j'ai assisté de mon point de vue d'élu local au cours de ces dernières années, il me semblerait qu'il y aurait une réforme sans doute très audacieuse à faire, mais pourquoi pas, c'est de prévoir une naturalisation à l'essai, qui en fonction du comportement de la personne naturalisée pourrait être soit confirmée, soit abrogée dans un délai qui pourrait être fixé entre 3 et 5 ans. Voilà mes deux questions principales. Et encore bravo à Patrick Stefanini pour son travail. Bien, je suis ravi de retrouver Jean-Paul Boluffer, que j'ai connu en d'autres temps. Je vais aller vite dans mes réponses. D'abord, les commissions départementales, elles ne font qu'émettre un avis, de sorte que le préfet est libre au moment de sa décision. Moi, j'attache plus d'importance, encore une fois, à la limitation drastique du nombre des régularisations. Parce que quand vous évoquez, cher Jean-Paul, la porosité entre l'immigration clandestine et l'immigration légale, un des facteurs de porosité, c'est le nombre important des régularisations auxquelles procède chaque année l'autorité préfectorale ou le ministre de l'Intérieur. Je l'ai dit, plus de 30 000 régularisations, c'est plus de 10% du nombre des titres de séjour. C'est un nombre qui me paraît tout à fait excessif. Sur le droit du sol, vous dites que je n'ai pas proposé de le remettre en cause. Quand je propose de subordonner l'acquisition automatique de la nationalité française par les mineurs arrivés à l'âge de 13 ans ou arrivés à l'âge de 16 ans à la vérification de leur bonne assimilation dans la société française, je ne remets pas frontalement en cause le droit du sol, mais enfin, je subordonne son exercice à la condition d'assimilation que Napoléon et les juristes qui avaient rédigé le Code civil avaient choisi d'inscrire en bonne et due forme dans notre Code civil.
La troisième question m'est sortie de la tête, c'était… Sur un système, alors très Oui, audacieux. de naturalisation à l'essai. Allez, c'est ça, exactement. Oui, alors, pour ma part, je considère que le mode d'acquisition de la nationalité française que représentent les naturalisations est à peu près maîtrisé aujourd'hui. On a réalisé à la fin des années 2000 une réforme très importante puisqu'on a en partie déconcentré cette procédure. Donc les préfets ont désormais la possibilité de s'opposer à l'acquisition de la nationalité française sur la base des renseignements qui leur sont apportés par les services de renseignement au plan départemental. Et ça s'est traduit par une diminution significative du nombre annuel des naturalisations. Donc, je pense que la priorité, c'est davantage l'accession à la nationalité des conjoints de Français et l'accession automatique des mineurs, c'est-à-dire le droit du sol. Je vous remercie. Cher François Martin, voulez-vous poser votre question, s'il vous plaît? Merci Jean-Thomas. Monsieur Stefanini, merci pour votre exposé extrêmement clair. Vous avez détaillé les problèmes à l'arrivée en aval, un petit peu les questions en amont. Vous avez parlé de co-développement. Alors, il se trouve que je connais très bien l'Afrique puisque j'y ai passé 40 ans de commerce international. Il y a un point que vous n'abordez pas, c'est tout ce qui concerne évidemment le côté mafieux de l'achat, de l'envoi de ces malheureux, etc. Vous n'ignorez pas que ça fait des sommes absolument gigantesques et que dans beaucoup de pays, des décideurs et des hommes politiques, des États entiers peuvent être corrompus. Ma question, c'est qu'est-ce qui vous fait penser qu'on peut régler le problème de l'immigration clandestine ou pas avec uniquement la carotte du co-développement et sans utiliser le bâton qui consiste à critiquer, attaquer, dénoncer et aller chercher tous ces réseaux mafieux en amont et à les attraper et à les punir? Voilà ma question. Non, mais je suis complètement d'accord avec vous. On sait qu'une bonne partie de l'immigration clandestine est manipulée par des réseaux de passeurs. On sait par exemple que l'explosion en France du nombre des mineurs, des soi-disant mineurs isolés, dont une partie ne sont pas mineurs et dont une partie ne sont pas isolés, c'est-à-dire bénéficier en France de réseaux d'accueil et de complicité, sont chargés dès le départ par des réseaux de passeurs. Et la France lutte évidemment contre ces réseaux de passeurs. La France dispose, dans les pays africains que vous connaissez bien apparemment, d'officiers de liaison de la police de l'air et des frontières. Ces officiers de liaison abattent un travail considérable. Ils ont développé une coopération relativement efficace avec les autorités des pays d'origine, mais il faudrait aller beaucoup plus loin. Il faudrait que les discussions… Moi, je pointe du doigt dans mon livre le fait que les accords que nous avons signés, non seulement avec les États du Maghreb, mais aussi avec la plupart des États d'Afrique subsaharienne, d'une part, concernent la moitié de l'immigration en France, la moitié de l'immigration, et quand le Parlement légifère, il ne modifie pas ces accords par définition qui continuent à s'appliquer. C'est un premier problème. Et le deuxième problème, c'est que nous avons signé des accords sans limitation de durée. Et je préconise pour ma part qu'on révise ces accords, qu'on les signe pour une période limitée. Alors, en matière d'immigration, une période limitée, ça ne peut pas être 1 ou 2 ans. Les phénomènes migratoires, comme les phénomènes démographiques, sont des phénomènes de moyen ou de long terme. Mais on devrait faire en sorte que ces accords ne s'appliquent, par exemple, que pour une période de 10 ans et qu'au bout de 10 ans, on procède d'un commun accord avec le pays co-contractant, on procède à un examen du bilan de cet accord, du bilan pour la France, du bilan pour le pays d'origine, et que ça puisse nous conduire à ne pas reconduire l'accord ou à le réviser, ou éventuellement, j'évoque cette hypothèse dans mon livre, je suis naturellement conscient que ce serait très difficile, en tout cas avec, par exemple avec les pays du Maghreb, mais éventuellement on pourrait imaginer que la France dénonce certains de ces accords si elle estime qu'ils ne correspondent plus à l'intérêt national français. Merci infiniment, très, très clair, merci infiniment. Je vous remercie. On revient à la question du droit du sol. Là aussi, on a une question.
que je vous pose. Pourquoi cette timidité sur la remise en cause du droit du sol, voire problème insoluble de Mayotte? Et c'est peut-être effectivement l'occasion de traiter, alors le temps commence à nous être compté, j'en suis navré, mais de traiter la question spécifique, mais assez spectaculaire de Mayotte. Que Oui, vous abordez finalement dans votre livre. spécifique. En fait, dans l'outre-mer français, il y a deux situations absolument dramatiques. Il y a Mayotte et il y a la Guyane. La Guyane qui est en train tout doucement de prendre le chemin de Mayotte. Alors, le phénomène est moins ample, mais enfin, il n'en reste pas moins qu'il est extrêmement sérieux. Comme vous le savez, beaucoup de femmes comoriennes faisaient le choix et continuent à faire le choix de venir accoucher à Mayotte, c'est-à-dire en France, ce qui leur permet d'une part d'obtenir automatiquement un droit au séjour et d'autre part, leur enfant né en France deviendra automatiquement français. Alors, la législation a été modifiée et ça, c'est apporté au crédit de l'actuelle majorité parlementaire, puisque je crois que c'est un sénateur de la République En Marche qui a pris l'initiative de proposer une réforme législative, qui a eu la bénédiction du Conseil d'État et qui a franchi le cap du Conseil constitutionnel. Et désormais, il est exigé qu'au moins un des parents de l'enfant né à Mayotte soit en situation régulière, alors je ne sais plus si c'est depuis 5 ans ou depuis 3 ans, mais soit en situation régulière à Mayotte au moment de la naissance de l'enfant pour que cet enfant bénéficie du droit du sol. Donc cette réforme n'est pas négligeable et elle apporte un premier début de solution. Et elle constitue, je le reconnais bien volontiers, une remise en cause du droit du sol absolu des précédents. Je vous remercie. Je passe la parole au cher Gérard François Dumont, géographe, démographe bien connu, président de Population et Avenir, qui nous fait par ailleurs l'honneur d'être membre du conseil d'orientation de l'Institut Thomas More. Et s'il y a bien à l'Institut Thomas More quelqu'un qui peut parler avec vous de ces questions migratoires, c'est vous, cher professeur, cher monsieur le recteur Gérard François Dumont. Nous vous passons la parole. D'abord, merci et merci à Patrick Stefanini qui a fait un travail de romain qui permet effectivement d'expliquer tous les ressorts des problèmes migratoires en France et en particulier d'alerter sur des éléments qui souvent sont assez méconnus, sans parler des chiffres, mais je pense notamment aux questions des mineurs étrangers ou de l'Agence française de développement. Ce que je souhaitais peut-être, après avoir lu avec beaucoup d'intérêt son livre, c'est évoquer quelques points de diagnostic qui seraient, à mon avis, à compléter parce que, comme toujours, quand on veut mener des politiques, il faut que les diagnostics soient exhaustifs. Le premier point que je voulais évoquer, c'est tout simplement donc la question de la fermeture de la route des Balkans, parce que ça rejoint tout de suite sa première proposition, qui est la fermeture des frontières extérieures. Or, clairement, en se mettant en dehors de l'Union européenne, l'Autriche a négocié avec un certain nombre de pays pour mettre en place la fermeture de la route des Balkans dès mars 2016. Et donc, ceci a été extrêmement efficace. Et d'ailleurs, on peut se demander si on n'aurait pas pu très bien se passer des accords extrêmement dangereux avec la Turquie si on avait soutenu cette initiative de l'Autriche et si on l'avait déployée dans le cadre justement d'une régulation des frontières extérieures. Le deuxième point que je voulais évoquer, c'est que j'ai un petit désaccord avec lui sur un terme qu'il emploie, qui est le mot de chantage à propos de la politique d'Erdogan, qui nous ferait un chantage aux migrants. Je pense que c'est pas souhaitable d'utiliser ce terme-là. J'ai écrit d'ailleurs un article très récent sur la Turquie d'Erdogan et la géopolitique des migrations, parce qu'en réalité, Erdogan, il fait de la géopolitique. Et comme il fait de la géopolitique, nous, l'Union européenne, nous, la France, nous devons faire aussi de la géopolitique. Et donc, ne pas considérer que c'est un simple chantage, alors qu'il s'agit bien pour lui d'imprimer un rapport de force. Et d'ailleurs, il y a au moins une occasion où on a été conscient qu'il s'agissait bien d'imprimer un rapport de force, c'est lorsque nous avons, il y a quelques mois, quand même
assurer la fermeture de la frontière terrestre entre la Grèce et la Turquie. Le troisième point que je voulais évoquer, c'est la question de la double nationalité. C'est un problème très complexe parce qu'en fait, il y a deux types de double nationalité. Il y a les doubles nationalités doublement reconnues, c'est-à-dire qu'une personne a deux passeports. Quand il est dans le pays A, il doit respecter les lois du pays A. Quand il est dans le pays B, il doit respecter les lois du pays B. Et les deux pays sont d'accord ensemble. Mais ce que nous avons en France, c'est beaucoup de binationaux non juridiquement reconnus. Autrement dit, pour les Algériens, les descendants d'Algériens qui sont en France sont des Algériens, et exclusivement des Algériens, alors que nous leur avons délivré un passeport français. Donc ça, c'est un problème qui était examiné et qui est tout à fait essentiel. Enfin, je terminerai simplement sur des petites retouches. Il faut insister sur le fait qu'en réalité, la politique familiale est efficace, et je l'ai prouvé dans de très nombreux travaux. Et d'autre part, Patrick Stefanini a raison d'alerter sur le recensement. Et d'ailleurs, je vais publier bientôt une nouvelle étude montrant toutes les anomalies et toutes les insuffisances de notre méthode actuelle de recensement. Pardon si j'ai été un peu long. Alors, je réponds rapidement. D'abord, sur l'âge, moi je suis d'accord avec Gérard-François Dumont. Si en effet, il ne faut pas comprendre chantage comme le simple souci de la Turquie d'obtenir de l'argent de l'Union européenne. Ça va, l'attitude de la Turquie à la frontière avec la Grèce notamment, et avec la Bulgarie dans une moindre mesure, participe d'une vraie volonté de déstabiliser l'Union européenne, et ça ne participe pas simplement d'un chantage pécuniaire. Sur le contrôle de la route des Balkans, alors ça, je crois que c'est en effet très important. Frontex a passé, le mandat de Frontex a été élargi il y a 18 mois ou 2 ans, et Frontex a passé une série d'accords avec plusieurs pays des Balkans qui ne sont pas membres de l'Union européenne, avec l'Albanie, avec la Serbie, avec le Monténégro, etc. Et Frontex développe aujourd'hui des politiques de coopération qui font par exemple que Frontex se livre à des contrôles conjoints à la frontière entre l'Albanie et la Grèce, conjointement avec les autorités grecques et les autorités albanaises. Donc ça, je pense que c'est une excellente piste. La route des Balkans reste un point de faiblesse en ce qui concerne le contrôle des frontières extérieures de l'Union européenne, et les accords passés récemment par Frontex vont dans la bonne direction. Sur la binationalité, je suis d'accord également sur le fait que c'est un problème important, mais je ne pouvais pas traiter tous les sujets dans mon livre. Donc, voilà, j'ai fait le choix de ne pas l'aborder. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur la binationalité. Je tiens de notre ancien ambassadeur dans un pays du Maghreb que je ne citerai pas, qu'il a été amené pendant la crise du Covid à organiser le rapatriement des ressortissants français vers le territoire national, et qu'il a eu le sentiment qu'il passait son temps à organiser le retour de binationaux qui étaient tellement peu français qu'ils n'avaient même pas pris la peine d'aller s'immatriculer au consulat. Alors je sais bien que cette immatriculation au consulat n'est pas obligatoire, ce qui d'ailleurs, Gérard-François, tu le sais bien, est une des faiblesses de notre appareil statistique, parce que si on veut connaître la réalité de l'expatriation, il faudrait que l'inscription sur les registres consulaires soit obligatoire. Donc il y aurait beaucoup de choses à dire sur la binationalité, mais sans doute faudrait-il consacrer un ouvrage entier à cette question. Alors, tes 2 dernières remarques, c'était, est-ce que tu peux me les rappeler rapidement? C'était sur le rappeler quand même que la politique familiale est efficace. Parce qu'il y a Mais ça, je le dis, Gérard-François. Je dis même, assez clair sur le sujet à mon je dis même dans mon livre que la plupart des pays européens empruntent désormais la route d'une politique familiale qui est celle que la France a pratiquée jusqu'à François Hollande, mais que malheureusement, François Hollande a entamé le démantèlement de notre politique familiale qui avait pourtant fait la preuve de son efficacité. Je vous remercie. Alors, on fait des navettes entre les thèmes, mais je vois que le député Mansour Kamardine, député de Mayotte, a levé la main, et donc ça me paraît évidemment intéressant. Merci, monsieur le député, d'abord d'être avec nous et nous permettre de revenir sur la question très spécifique de Mayotte.
Vous pouvez remettre votre micro, s'il vous plaît. Allumez votre micro, s'il vous plaît. Oui, peut-être. C'est bon? Vous m'entendez? Vous m'entendez? On vous entend, merci. Oui, on vous entend. Merci beaucoup. Oui, moi, je voulais aussi m'associer aux mots de reconnaissance quant à la qualité du travail fourni par Patrick. Le saluer, bien évidemment. Vous saluons vous tous et tous ceux qui participent à cette vidéoconférence. Saluer aussi que, effectivement, j'ai vu que Patrick connaissait bien le sujet de Mayotte, parce que Mayotte, bon, c'est à 10 000 km et souvent loin des yeux, loin du cœur. Et, franchement, je m'en réjouis. Et moi, j'aurais deux questions, même s'il y a eu des débuts de réponse. Mais la première, c'est, Patrick, selon toi, comment peut-on expliquer le fait que Frontex n'intervienne pas outre-mer, notamment singulièrement dans les départements d'outre-mer? Parce que pour Mayotte, c'est une vraie demande ici, compte tenu des flux. On a l'impression que notre État est totalement dépassé quand on a chaque année à reconduire à la frontière jusqu'à plus de 30 000 personnes, c'est-à-dire qu'à Mayotte tout seul, probablement reconduit plus que l'ensemble du territoire national réuni. Le volume est considérable et que probablement Frontex ne serait pas de trop pour participer à la défense de nos frontières. La deuxième, c'est la question des binationaux, qui est un vrai sujet, et nous on le voit ici. Vous savez que Mayotte fait l'objet d'une revendication territoriale par l'État comorien, comme si Mayotte était un territoire sans maître et inoccupé. Il fit fi des vœux plusieurs fois exprimés par les Mahorais eux-mêmes et leur fierté d'appartenir à la France. Et on voit des binationaux, c'est-à-dire des gens qui se considèrent comme français, qui revendiquent le démantèlement disons, de la France, notamment en termes de souveraineté, pour affecter la souveraineté de Mayotte aux Comores. Est-ce qu'il n'y a pas des mesures qui consistent pour un binational, lorsqu'il prend une défense contraire aux intérêts nationaux, de pouvoir être déchu de la nationalité française? Bonjour Mansour, je suis ravi de te retrouver. Alors, deux éléments de réponse. D'abord, au moment où on a signé l'acte unique européen et ensuite dans la foulée, les différents accords de Schengen, de Dublin, etc., la plupart des États membres, en tout cas c'est le cas de la France, ont fait le choix d'exclure du champ d'application de ces accords leur territoire ultramarin. Mais tu as raison de souligner que l'importance des passages maritimes et des tentatives de passage maritime entre les Comores et Mayotte est telle que ça vaudrait le coup de se poser la question d'avoir, sinon Frontex, en tout cas un équivalent de Frontex qui pourrait vous aider à mieux maîtriser cette situation. Sur la binationalité, je vais oser une réflexion provocante. Je crois que la binationalité ne devrait pas. C'est un peu comme les accords qu'on a signés avec les pays d'origine en matière migratoire. On signe des accords à durée indéterminée. On accorde la binationalité de manière indéterminée. Je trouve que ça n'est pas normal. Et nous devrions réfléchir, s'agissant de la binationalité, à instaurer une règle selon laquelle on peut être binational, mais pas pour l'éternité. On peut être binational pendant une période de 3 ou 5 ans, parce que c'est une sorte de période de transition, mais ensuite, il faut faire un choix. Autrement dit, la binationalité durable ne me paraît pas une bonne chose. Merci. Bien. Merci infiniment. Je ne sais pas si, M. Kamardine, vous voulez rajouter quelque chose ou Non. Je m'autoriserai à l'occasion d'un prochain passage d'aller saluer Patrick et prendre le temps d'échanger sur toutes ces questions où il a vraiment une maîtrise très prononcée et incontestable sur la place publique nationale. Merci. On va clôturer, si vous voulez bien. Nous avons légèrement dépassé notre timing. Je vais vous remercier infiniment, Patrick Stefanini. Alors, Cyril, est-ce que tu peux peut-être remettre la vidéo de M. Stefanini pour finir?
Vous remerciez donc encore une fois infiniment, Patrick Stefanini, de ce long temps d'échange et d'avoir partagé avec nous votre vision de la politique migratoire et des pistes possibles et envisageables d'une refonte de celle-ci. Je vais remercier l'ensemble des participants qui sont restés avec nous jusqu'à 7 heures et vous souhaiter naturellement à tous de très joyeuses fêtes de Noël et vous dire que vous recevrez bientôt une invitation pour une prochaine conférence. Hélas, j'ai envie de dire encore en ligne. Nous souhaitons tous que nous puissions reprendre des conférences physiques plus classiques, mais tant que ça n'est pas possible, nous aurons le plaisir de vous proposer toujours des conférences mensuelles fin janvier. Merci à tous. Merci encore Patrick Stefanini. C'est moi qui vous remercie. Je voudrais ajouter un dernier mot. La maîtrise de l'immigration, elle passe incontestablement par l'action de mesures de rupture. Par exemple, l'introduction des quotas dans notre législation, c'est une mesure de rupture, mais elle passe aussi par une action quotidienne, déterminée, résolue, et je ne voudrais pas conclure cette visioconférence sans rendre hommage aux forces de police et de gendarmerie, ainsi qu'aux douaniers qui jouent aussi un rôle dans la matière, qui font un travail qui est ingrat dans ce domaine, mais qui est absolument indispensable. Voilà. Merci. Écoutez, nous nous associons évidemment naturellement à votre hommage. Merci à vous et merci à tous, chers amis, de votre participation à ces échanges. Et encore une fois, à très bientôt et très, très joyeux Noël à tous. Et merci à toi, Merci beaucoup. pour cette excellente organisation, comme toujours. Merci beaucoup. Merci François. Et joyeux Noël. Joyeux Noël à tous. Merci. Merci, au revoir. Merci. Et cher Rodolphe, merci d'avoir été avec nous dès le commencement. Vous n'avez pas votre micro. Vous n'avez pas votre micro, Rodolphe. Manon Issou, merci beaucoup à vous aussi, c'était très intéressant et j'étais content d'avoir précipité mon conference call précédent pour être là aujourd'hui avec vous. Merci infiniment, cher Rodolphe. Merci à tous et à très bientôt. Merci beaucoup.